webinaire se divise vraiment en 3 parties. Donc, une première partie qui va être animée par Marie-Pierre Gagnon, où elle va présenter une synthèse des connaissances qui a été réalisée pour répondre spécifiquement aux besoins des décideurs et des cliniciens en ce qui concerne la possibilité d'utiliser les technologies numériques pour à la fois détecter, prévenir et prendre en charge des problèmes de santé mentale chez les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Par la suite, on va enchaîner avec une présentation de Stéphane Vial, où il va nous présenter le projet Mentalis, qui vise le développement d'un service numérique responsable pour améliorer l'accès aux soins et la relation clinique en santé mentale pour les troubles anxieux et dépressifs. Puis enfin, on va conclure le webinaire aujourd'hui avec Mathieu Ménéard, qui va discuter de la question de l'applicabilité de ces données de recherche dans le contexte réel de soins et services, ainsi que les enjeux réels qui sont liées à l'implantation de ces interventions numériques en santé mentale et à leur pérennisation. Donc, je pense que sans plus tarder, je peux laisser la parole à Marie-Pierre. Un très grand merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir proposé en fait ce webinaire-là. Donc, c'est un plaisir. Donc, à toi la parole, Marie-Pierre. Bien, merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de débuter ce webinaire, comme Isabelle l'a mentionné. Je vais dès maintenant partager mon écran. Alors, merci au Réseau de recherche en santé des populations qui nous permet de présenter aujourd'hui l'axe TIC et santé, l'axe santé mentale et au réseau Calaxia, donc pour cette belle collaboration. Et merci aussi aux organisateurs. Donc, sans plus tarder, en fait, l'idée de ce webinaire était de rejoindre un grand nombre de personnes qui ont un intérêt pour la question de l'utilisation des technologies numériques lorsqu'on veut intervenir dans le domaine de la santé mentale et en particulier auprès de populations qui vivent avec des maladies chroniques. Donc, comme Isabelle l'a mentionné, c'est un projet de synthèse des connaissances qui a été financé par les instituts de recherche en santé du Canada dans le cadre d'un appel à synthèse de connaissances pour la santé mentale dans le cadre de la pandémie de COVID. Nous avons aussi reçu un financement complémentaire du réseau de recherche en intervention sciences infirmières, le RISIC. Et c'est un projet qui implique une grande équipe, donc avec Annie Leblanc, qui est aussi qui est de la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheuse au Centre de santé durable Vitam, comme moi. Nous avons également Marianne Beaulieu, Maxime Sasseville, Maud-Christine Chouinard, Alain Larouche, Guylaine Chabot, Nicolas Baudet, Pascal Cholette, Christine Aspiros, qui est patiente partenaire, et bien entendu, une équipe de réviseurs aguerris qui nous ont soutenus dans ce projet. Alors, bien, Isabelle l'a déjà mentionné, le contexte de la pandémie a vraiment exacerbé des problématiques de santé mentale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. La comorbidité, si on veut, entre maladies chroniques et problématiques de santé mentale est bien connue, bien documentée. Mais dans ce contexte particulier de la pandémie, il y avait un réel besoin d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, puisque les maladies chroniques étant vraiment touchant beaucoup d'individus, étant une part importante de dépenses, si on veut, dans les systèmes de santé. Donc, si les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui sont déjà plus susceptibles de développer des problématiques de santé mentale. Et si on ajoute à tout cela le contexte de la pandémie, alors il y avait une réelle crainte d'avoir des trous de service, premièrement, d'avoir des besoins qui ne pourraient pas être répondus. Donc, c'est vraiment un projet qui venait des gens du terrain, des cliniciens de première ligne qui se demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que la situation se détériore encore davantage chez nos populations. Donc, il y a bien entendu plusieurs revues systématiques qui démontrent l'efficacité de l'utilisation d'interventions numériques en santé mentale dans différents domaines. Il n'y avait pas à ce jour une synthèse qui portait spécifiquement sur l'efficacité des interventions numériques pour la santé mentale chez une population qui vit également avec une maladie chronique. Et lorsqu'on définissait maladie chronique, c'était
quand même large. Donc, ça pouvait inclure les maladies chroniques physiques courantes, diabète, maladies pulmonaires et j'en passe, maladies cardiaques, le cancer et également des problématiques de santé mentale qui sont plus chroniques, une personne qui souffre de dépression de façon plus chronique. Alors, c'est ce que nous avons voulu faire et les questions ont été définies avec les utilisateurs de connaissances. Donc, la première question, je dirais toute simple, mais la question clé, est-ce que ces interventions numériques peuvent être efficaces pour prévenir, détecter, prendre en charge les problèmes de santé mentale chez les personnes vivant avec une maladie chronique? Et ensuite, quelles sont les caractéristiques des interventions numériques les plus efficaces pour justement prévenir, détecter, prendre en charge les problèmes de santé mentale en tenant compte de leur applicabilité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Alors, la méthode qui a été proposée, c'était une synthèse de connaissances par palier. Je ne sais pas si ça existait avant, mais on a jugé que ça serait une belle méthode à utiliser qui comprenait 4 paliers finalement. Donc, on y allait dans un peu plus général avec une revue des revues systématiques parce que c'est déjà un champ où il y a beaucoup de connaissances. On partageait le tout lors d'un atelier virtuel de discussion avec des utilisateurs de connaissances. Ensuite, on a procédé à une consultation de type Delphi avec ces mêmes utilisateurs de connaissances et qui ont permis de préciser les questions prioritaires. Et finalement, on a utilisé des données secondaires pour faire des méta-analyses pour répondre à ce genre de questions plus spécifiques. Alors, pour ce qui est de la revue des revues systématiques, le tout devait être terminé en 6 mois, selon les conditions de financement. Donc, pendant environ un mois, la revue des revues systématiques a été réalisée. Donc, on a ciblé les 10 dernières années, de 2010 à, on était en mai 2020 à ce moment-là. Il y a 6 réviseurs qui ont évalué de façon indépendante les titres des études retrouvées et extrait les informations à l'aide du logiciel Distiller. Et on a fait une synthèse narrative assez générale pour dresser un portrait global des données probantes. Et suite à ces résultats, on a organisé un atelier virtuel avec des utilisateurs de connaissances. Il y a 10 personnes qui ont pu participer, qui représentaient le ministère de la Santé et Services sociaux, donc Direction de santé mentale, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, qui avait aussi amorcé des travaux sur ces interventions, et quelques centres intégrés de santé et services sociaux, des cliniciens, des chercheurs. Les résultats ont été présentés, les utilisateurs de connaissances ont commenté et ont soulevé des questions qui pourraient être approfondies par les travaux de recherche. Ensuite, il y a eu 9 questions qui ont été identifiées. Donc, bien entendu, le financement ne permettait pas de répondre à toutes ces questions. Alors, on a procédé à un processus Delphi, étude Delphi, pour prioriser, en fait, là où les questions à retenir. Donc, finalement, après 2 rondes de consultation auprès des utilisateurs de connaissances, le consensus était élevé que toutes ces questions étaient pertinentes. Alors, il a fallu faire un choix, il a fallu trancher. On a demandé de faire un classement. Donc, la question la plus importante qui a été retenue, c'est quels sont les types d'interventions numériques les plus efficaces pour la prise en charge des problèmes de santé mentale et de maladies chroniques concomitants chez la population adulte. Parce que lors de notre synthèse, on avait des populations pédiatriques également. Alors, pour ce qui est de le dernier palier qui s'est poursuivi d'octobre à novembre, on n'avait pas le temps de refaire une revue systématique, mais on est allé puiser dans les données secondaires qui étaient les études primaires incluses dans les revues systématiques de notre premier palier. Le processus de révision aussi, sélection indépendant par 2 personnes. L'extraction s'est faite un peu plus rapide. Un seul réviseur, mais validé par un réviseur expérimenté. Donc, l'ensemble des études a été passé au peigne fin. On a dû élaborer notre propre grille de classification parce que celle de la littérature ne satisfaisait pas vraiment à nos besoins. Moi, je vous rappelle que la question était de voir quel type d'intervention étaient les plus efficaces. Donc, on n'a pas trouvé une classification qui nous plaisait.
Donc, ça a été un autre travail aussi complémentaire. Et les comparaisons, donc les interventions qui ont été comparées l'ont été selon tout d'abord le type de conditions, le type de soutien et le type de technologie. On ne pouvait pas regarder tout l'ensemble des variables, malheureusement, dans le peu de temps dont on disposait, mais toutes les données ont été collectées, là. Donc, il y a du matériel pour encore beaucoup d'analyses. Et on a utilisé l'outil d'évaluation des risques de biais de la collaboration Cochrane. Alors, brièvement, 84 études ont été incluses, qui étaient publiées en 2010-2019, pour la bonne raison qu'on prenait les études qui étaient déjà dans des revues systématiques, donc ça s'arrêtait à 2019. Et les interventions numériques, en fait, visaient tout essentiellement la prise en charge et le traitement. On n'en avait pas pour la prévention et la détection. Donc, et les problématiques de santé mentale, on a ciblé dépression, anxiété. Il y avait également le stress post-traumatique et la détresse. Mais ces 2 dernières ont été, font pas l'objet là, de la présentation actuelle parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de données, mais c'est disponible. Et 80 des études utilisaient la thérapie cognitive comportementale. 76 comparaient une intervention numérique aux soins usuels. Donc, c'était souvent soit le face-à-face ou l'attente sur une liste d'attente. La majorité des interventions étaient entièrement auto-administrées ou bien avec un soutien d'un professionnel de la santé. Donc, c'était à peu près 2 tiers, 2 tiers, puis 2 tiers, 1 tiers, puis un petit peu qui était complètement guidé par un professionnel. Ici, ce n'est pas un exercice pour tester votre vision. C'est juste une image, c'est notre diagramme voyons, de méta-analyse, forest plot, je sais plus le mot, mais essentiellement, l'information est impossible à déchiffrer. Donc, je vous résume. Pour l'anxiété, il y avait 62 études et on a obtenu un score global de moyenne, différence de moyenne standardisée. Donc, c'est sur un score standardisé, on combine tous les outils qui ont mesuré l'anxiété. On a une diminution de 0,4 d'une valeur d'une unité avec un intervalle de confiance là, assez restreint entre moins 0,35 et moins 0,44. Alors, ça, c'était en général. Les interventions qui étaient partiellement guidées par un professionnel semblaient un peu plus efficaces. Et celles qui étaient complètement là, guidées par un professionnel, il y en avait seulement 3, donc on ne pouvait pas se prononcer. Pour ce qui est de la dépression maintenant, 75 études incluses dans les méta-analyses. Encore là, une diminution, moins 0,33 là, d'une unité sur l'ensemble des outils de dépression. Encore le même constat que lorsque les interventions sont partiellement soutenues par un professionnel, on a un meilleur effet. Et la même chose, là. Donc, souvent, ces études-là, quand je vous disais 62, 75, il y a plusieurs études qui portaient à la fois sur l'anxiété et la dépression. Donc, on n'a pas fait vraiment encore des analyses là, pour distinguer les études qui portaient seulement sur un ou l'autre. Et comme je vous le disais aussi, on a des études qui portent sur le syndrome de stress post-traumatique et la détresse, qui ne sont pas présentées ici. Alors, pour rapidement faire les constats, la réponse à notre première question, c'est oui. Les interventions numériques sont efficaces pour réduire l'anxiété et la dépression chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Les interventions qui sont partiellement soutenues par un professionnel sont plus efficaces que les interventions qui sont seulement auto-administrées. On n'a cependant pas assez d'études pour nous dire si celles qui sont entièrement soutenues par un professionnel, on pense à la téléconsultation par exemple, il y avait très peu d'études incluses, donc on ne peut pas se prononcer. La maintenance, c'est l'enjeu principal. Donc, j'en ai pas parlé, mais on regardait éventuellement aussi des facteurs qui vont être associés au succès des interventions. Donc, lorsque c'est des interventions auto-administrées, une des raisons pour lesquelles on ajoutait un soutien professionnel, c'était justement pour maintenir les personnes dans la thérapie. Alors, mon alarme, le type de support technologique utilisé ne semblait pas modifier l'efficacité des interventions. Je ne vous l'ai pas présenté, mais on a également les données selon si c'est Internet, si c'est les courriels, par exemple.
Les biais et les limites. Donc, les biais, principal biais dans les études étaient les biais reliés à la mesure. Donc, la plupart des études n'étaient pas à l'insu, là, les participants n'étaient pas masqués à l'intervention. C'est difficile de ne pas se rendre compte qu'on on fait une intervention sur Internet. Les interventions étaient souvent testées, qui étaient testées, étaient souvent faites maison, donc peu réplicables. Beaucoup d'initiatives des chercheurs ou des adaptations parfois. Il y avait très peu d'interventions qui impliquaient des équipes multidisciplinaires, multisectorielles, beaucoup psychologues qui étaient les fameux professionnels qui offraient le soutien. Donc, pour nos cliniciens, disons médecins ou infirmières de première ligne qui ont participé à l'étude, il n'y avait pas vraiment de réponse pour comprendre leur rôle dans tout ça. Et bien entendu, ben, la limite qui est reliée à les données qu'on utilise, qui sont des données secondaires, et ce n'est pas une approche systématique dans le recueil de ces données-là. Et les études plus récentes là, qui ont été publiées à partir de 2020, après 2019, ne sont pas incluses non plus. Donc, en conclusion, les interventions numériques peuvent être une alternative efficace aux interventions face à face pour la prise en charge des problèmes de santé mentale courants pour les personnes vivant avec une maladie chronique. Le soutien d'un professionnel accroît l'efficacité des interventions et le type de technologie utilisée ne semble pas influencer l'efficacité, mais encore là, je vous dis, c'est avec beaucoup de prudence, ce résultat. Et ce qu'on a identifié comme piste de recherche, c'est vraiment de voir comment l'utilisation des interventions dans le contexte réel et leur mise à l'échelle peuvent être analysées parce que, bien entendu, les limites d'une revue systématique ou d'une méta-analyse, c'est qu'on ça porte sur des études expérimentales. Donc, on continue à chercher des réponses et avec les prochaines présentations, je pense que ça va préciser le tout. Donc, je vais laisser la parole aux autres et si vous voulez consulter le rapport complet là, soumis aux IRSC, voici le lien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour la présentation. Donc, vous aurez le lien à la fois lorsqu'on vous partagera la présentation dans le courriel que vous recevrez dans quelques jours. Puis sinon, pour ceux qui souhaiteraient le consulter rapidement, je vois que Virginie l'a déposé dans le chat aussi. Puis je ne l'ai pas mentionné au tout début, donc je vais juste prendre une minute pour le mentionner. Si jamais vous avez un problème technique ou une question très spécifique, vous pouvez l'inscrire dans le module consulter, en fait, et Virginie va pouvoir nous répondre. C'est la coordonnatrice du réseau TIC et santé. Donc, sans plus tarder, je propose de passer la parole à Stéphane Vial pour qu'on puisse enchaîner durant le webinaire. Puis, je vous rappelle que vous pouvez, sans aucun problème, écrire toutes vos questions dans le module Q&R, questions et réponses, au bas de votre écran. Donc, Stéphane, on vous écoute. Merci, bonjour. J'ai mis une question dans la fenêtre de conversation parce que je n'ai pas réussi à la mettre dans la fenêtre Q&R, donc je la laisserai pour tout à l'heure pour Marie-Pierre. Bien, alors merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir vous présenter le projet Mentalis. Peut-être simplement, Isabelle, me rappeler combien de temps exactement j'ai pour la présentation, que je m'adapte en cours de route. Oui, on avait prévu 20 minutes, si je ne me trompe pas. Parfait, excellent. Alors, je vais me lancer. Hop, je dispose les choses sur mon double écran. Je lance mes diapositives, c'est parfait. J'active le partage d'écran. Ça arrive dans quelques secondes. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Mentalis et qui, justement, présente comme caractéristique, donc là, je pense qu'on voit bien mes diapos, si ce n'est pas le cas, me le signaler, qui présente comme caractéristique, justement, quelque chose qui vient d'être mentionné dans la conclusion de Marie-Pierre Gagnon comme étant souvent absent des interventions numériques qui ont été étudiées dans la synthèse des connaissances, à savoir que la participation des usagers finaux de ces interventions est souvent très limitée dans l'élaboration de ces interventions. Puis là, je vais vous parler d'un projet qui prend le parti pris inverse, en fait, et qui place au cœur de la conception de l'intervention des usagers finaux, des patients, des aidants, des cliniciens. Donc, Mentalis, c'est un projet qui, pour l'instant, bénéficie d'une première subvention des fonds de recherche du Québec, du programme Audace, qui a obtenu son approbation éthique à l'UQAM et qui vise à améliorer l'accès aux soins, à s'attaquer à ce grand défi de l'accès aux soins en santé mentale par une application numérique, un service numérique.
Donc, je ne vais pas trop m'étendre, simplement vous signaler que le projet est assez emblématique le projet est très interdisciplinaire et intersectoriel et à ce titre, emblématique et pas sans lien avec mon propre parcours, puisque je voulais juste souligner cela. Moi, je suis formé en philosophie et en psychologie, mais je travaille dans le domaine du design et du numérique, comme ça a été gentiment rappelé pendant l'introduction. Et donc, ces intersections complexes et riches sont au cœur du projet finalement. Donc, je vais de temps en temps un petit peu sauter des diapos, parce que j'ai trop de diapos pour le temps que j'ai, pour essayer de mettre l'accent sur des éléments clés. Donc, effectivement, améliorer l'accès aux soins et à la relation clinique, déjà là, les ateliers de co-design que nous faisons avec les utilisateurs finaux montrent que ça va peut-être pas être seulement la relation clinique, mais la relation d'accompagnement, d'aide, qui peut inclure la relation clinique, mais c'est quelque chose qui a déjà été un peu plus large. Mais en somme, on veut valoriser, travailler sur l'expérience d'accès aux soins et dans cette expérience d'accès aux soins, mettre l'accent sur l'accès à une relation. L'idée, c'est qu'en santé mentale, on n'a pas envie de parler avec un chatbot, avec un robot conversationnel et autres technologies à la mode qui fait vibrer les adeptes des technologies à la mode. Nous aimons beaucoup d'ailleurs les technologies, mais nous pensons que nous devons absolument les soumettre finalement à des logiques de besoins humains et pas de besoins ou d'opportunités technologiques. Donc, il y a une forte dimension de la relation dans ce projet. Je vais passer un peu sur la partie historique pour gagner du temps. Juste peut-être avoir en tête que c'est une recherche qui s'enracine dans des travaux exploratoires antérieurs dont elle bénéficie. Alors le contexte, je vais juste rappeler quelques évidences là, mais que tout le monde connaît, mais c'est quelques chiffres sur la santé mentale. 65% des troubles mentaux sont des troubles anxieux et dépressifs. 300 millions de personnes dans le monde souffrent juste de dépression, première cause d'incapacité de travail. Ça, c'est des chiffres qui datent d'avant la pandémie. Que seulement 50% d'entre eux reçoivent un soin, donc il y en a 50% qu'il faut aller chercher. C'est ça l'idée, que les interventions numériques pourraient peut-être permettre d'aller chercher ceux qui ne reçoivent pas un soin ou un traitement. Au Canada, rien que la dépression majeure, c'est 2 à 3 millions de personnes, 800 000 au Québec. Et, chiffre intéressant, 80% des personnes malades qui reçoivent de l'aide, eh bien, reprennent une vie normale. Donc, ça vaut vraiment le coup de travailler à apporter de l'aide et à améliorer l'accès aux soins. En plus, on sait que, par exemple, dans le public, pour voir un psychologue, le délai, c'est 6 à 24 mois. Et comme le disait quelqu'un récemment dans les médias, ce n'est pas d'un débat autour de la santé mentale dont nous avons besoin de soins gratuits, c'est dire en fait l'ampleur de l'enjeu de l'accès aux soins. Par ailleurs, la population est quand même très majoritairement équipée en outils numériques et particulièrement en téléphone cellulaire, 73% des adultes au Québec, 90% des 18-34 ans, ce qui n'est pas inintéressant quand on sait que 75% des troubles mentaux émergent avant l'âge de 22 ans. Alors, un autre élément de contexte encore, c'est qu'il existe d'ores et déjà quantité de technologies numériques pour la santé mentale, d'applications notamment numériques mobiles pour la santé mentale. Cette diapositive montre une sélection très partielle d'applications qui nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de notre veille comparative au sein du projet Mentalisme. Il y en a beaucoup. Il y a même un fonds d'investissement maintenant spécialisé en santé mentale aux États-Unis qui en a identifié plus de 1000. Et donc, c'est un enjeu parce que nous avons identifié des critères de réussite pour une technologie numérique en santé mentale, justement. Et il n'y a pas seulement l'efficacité. On a parlé pas mal d'efficacité tout à l'heure avec Marie-Pierre, que je rangerais un peu dans le premier critère, c'est-à-dire le critère scientifique, le critère de validation scientifique. Nous faisons l'hypothèse qu'il y a aussi des enjeux comme des enjeux créatifs, la qualité d'expérience utilisateur qu'une application est capable d'offrir, donc plutôt un critère de design, la qualité de la confidentialité, de la cybersécurité, donc un critère d'éthique, et aussi un critère de pérennité, donc de viabilité, à la fois économique et écologique d'ailleurs, en tout cas de durabilité. Parce que c'est déjà un gros travail de concevoir une intervention numérique en santé mentale de qualité scientifique, de qualité créative, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va être efficace, parce que si elle n'est pas téléchargée, si elle n'est pas viable, s'il n'y a pas un modèle d'affaires qui lui permet d'exister de manière durable dans le quotidien des gens,
ben voilà, ça ne va pas donner grand-chose. Moi, je connais d'excellentes applications validées scientifiquement qui sont téléchargeables sur l'Apple Store et Google Play. Personne ne les télécharge, ou en tout cas, trop peu de monde. Donc, je crois qu'il faut avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus systémique et beaucoup plus large de l'intervention numérique en santé mentale si on veut espérer justement avoir un impact important. Alors justement, les applications qui existent, elles sont des fois fortes sur le critère du design ou du marché, mais pas trop sur le critère scientifique et éthique. À l'inverse, les applications que les chercheurs produisent sont souvent fortes sur le côté scientifique et éthique, mais assez faibles en design et en pérennité. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à travailler ces 4 aspects. Certaines applis semblent se démarquer un peu plus, mais reste avec un gros point d'interrogation sur la dimension éthique, parce que tout ce qui s'appuie sur l'intelligence artificielle nécessite d'exploiter beaucoup de données, sinon l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de produire un seul résultat. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Voilà. Alors ça, c'était des éléments de contexte rapides. Notre approche, justement, c'est d'essayer d'intégrer ces fameux 4 critères au plus haut niveau possible dans le projet Mentalis. Et pour ça, je dirais qu'il y a 4 caractéristiques dans notre démarche qui peut-être rendent le projet particulier ou original. D'abord, c'est qu'on mobilise les disciplines du design, qui est une approche créative qui se situe entre le soin chaud et la technologie froide, comme dit l'anthropologue Moll, et qui permet de mobiliser, par exemple, d'abord et avant tout pour nous, le design participatif, qu'on appelle aussi le co-design, c'est-à-dire d'inclure des cliniciens, des patients et des aidants dès les toutes premières étapes de la conception, et non pas seulement à la fin pour faire des tests. Et c'est relativement fascinant et d'une puissance extraordinaire, je dirais, le co-design. C'est démontré en design d'ailleurs, mais c'est encore sous-utilisé en santé mentale. Et là, j'étais ce matin même en train de co-animer avec des collaborateurs un atelier de co-design avec des patients et des aidants. Je peux vous dire que les idées qui sont sorties, c'est absolument prodigieux. On n'aurait jamais pu avoir toutes ces idées-là tout seul, sans eux. Donc, cette collaboration est vraiment au cœur de notre travail. À quoi s'ajoute ce qu'on appelle le design centré sur l'utilisateur, aussi des enjeux de design émotionnel, esthétique, graphique, etc. Puis on a des chouettes partenaires pour nous aider à avancer là-dedans. Évidemment, on est une équipe de recherche, mais on est une équipe de recherche interdisciplinaire et intersectorielle qui pousse très très loin cet aspect. Tout à l'heure aussi, c'était dit que c'était un aspect manquant, là, si j'ai bien compris, dans certaines interventions étudiées. Là, nous aussi, c'est un élément au cœur. Il y a plus de 9 disciplines qui collaborent dans ce projet au sein de 4 établissements. Puis c'est assez remarquable parce qu'on arrive à faire émerger aussi, en tout cas on essaye, on ne prétend pas parvenir à relever tous les défis qu'on soulève, mais c'est assez intéressant de faire collaborer l'informatique, les sciences de la santé, les approches créatives en design, la communication. Donc, on mobilise ça. Également, on mobilise beaucoup, on mobilise le plus possible des enjeux déontologiques et éthiques. On se fait, entre guillemets, accompagner, conseiller par des acteurs tout de même importants. L'Ordre des psychologues du Québec nous appuie dans ce projet. Insius est également mobilisable. Et puis, on est très sensible au travail que porte le laboratoire Infieri à l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé. Tout ça dans une logique d'innovation sociale. Et donc, là aussi, on intègre des considérations très en amont sur ce plan-là. Le fait, par exemple, qu'on ait des psychologues de l'ordre, des cliniciens qui participent au co-design dès le début, il y a des questions qu'on voit tout de suite avant de s'embarquer à prototyper trop loin une application qui, finalement, ne conviendrait pas. Et puis, donc, évidemment, j'en ai parlé déjà, mais une stratégie de pérennisation responsable. Nous ne souhaitons pas tirer de cette application une entreprise classique qui va vouloir faire un transfert et puis des investissements dans une logique de finance, etc. Mais en revanche, on considère que si on ne permet pas à cette application de vivre au-delà de la recherche, elle n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, on s'intéresse au modèle d'affaires d'une telle application avec des approches mixtes et hybrides, publiques et privées à la fois. On s'intéresse à des formes d'entrepreneuriat scientifique et social qui pourraient nous aider à faire que cette application pourrait être perdurée comme telle une fois qu'elle aura atteint un premier stade de maturité. Pour ça, on se détournera clairement de toute forme de finance classique pour aller vers de la finance d'impact.
Il existe en ce moment tout un mouvement d'innovation entrepreneuriale. Par exemple, en France, la communauté des entreprises à mission, qui est un nouveau statut d'entreprise, une entreprise à mission, c'est-à-dire dont la mission sociale ne peut pas être mise au second rang par les actionnaires, par exemple, ou tout un tas de labels comme les B Corp et autres. Donc, on s'intéresse à ça. Pour l'instant, on n'en est pas non plus encore là, mais c'est très important pour nous d'intégrer toutes ces dimensions dès le départ, les fameux 4 critères que j'évoquais. Alors, il me reste 5 minutes à peu près, ou 6 ou 7. La méthodologie du projet, c'est la suivante. On va fonctionner en 3 étapes que nous appelons des boucles agiles. Alors, ceux qui sont familiers de la méthode agile en génie logiciel ou en informatique ne seront peut-être pas surpris de l'emploi de ce mot. La méthode agile, c'est une façon souple de développer du logiciel et elle a des points communs avec les méthodes créatives, itératives de design. Donc, ça a été finalement assez facile de s'entendre avec le collègue d'informatique là-dessus. Parce qu'on fait tout en interne dans ce projet. On n'a pas de partenaire, une entreprise, etc. On n'a pas une entreprise partenaire technologique pour développer l'application. C'est à l'UQAM que ça se fait avec le département d'informatique, puis toutes les disciplines que j'ai évoquées. Elles ne sont pas toutes à l'UQAM non plus, mais un grand nombre d'entre elles. Et donc, pourquoi c'est des boucles? Parce qu'à chaque étape, il y a comme 3 sous-étapes qui peuvent possiblement tourner en boucle comme ça longtemps. C'est le co-design, justement, on commence par là. Puis ensuite, le design à proprement parler, où là, vraiment des designers experts formés à cela, des étudiants, des professionnels, des chercheurs, qui vont œuvrer au prototypage de l'application. On a des outils de prototypage qui peuvent nous permettre de faire fonctionner sur notre cellulaire une application comme si on l'avait téléchargée alors qu'elle n'est pas encore développée informatiquement. Et puis après, bien sûr, on va au développement informatique, on sort une version de l'application, une version logicielle. On est dans la première boucle, là, on a commencé le co-design, on a eu l'approbation éthique en décembre dernier, et puis on va réellement sortir 3 versions de l'appli. On va la faire 3 fois, cette application. V1, V2, V3, 3 fois sur l'Apple Store, 3 fois sur Google Play. Évidemment, elle ne sera pas accessible à tout public dans un premier temps. Il y aura un code d'activation réservé à une communauté de bêta-testeurs, entre guillemets. Et donc, c'est ça notre processus particulier. À l'intérieur de chaque boucle, c'est un peu plus compliqué que ABC, mais ça reste à peu près ça. C'est quand tout commence par le co-design comme méthode qualitative structurante pour tout le projet, dans laquelle on explore la désirabilité de certaines fonctionnalités, leur faisabilité, leur viabilité, leur acceptabilité, et ce, dès le début. On a 2 groupes de co-design, les cliniciens, un groupe de psychologues, psychiatres, un psychanalyste aussi, et puis un groupe de patients et d'aidants, donc c'est 2 groupes de 10 personnes environ. Et là, rien que pour la première version, là, la boucle 1, la première étape, nous allons mener 5 ateliers de co-design. On en a déjà mené 2. 2 avec les cliniciens tout seuls, 2 avec les patients et les aidants entre eux tout seuls, puis un où on les met ensemble, cliniciens, patients et aidants. Puis à chaque fois, on recueille beaucoup de données. Ce sont des ateliers d'idéation finalement où on génère énormément d'idées que l'on recueille, que l'on analyse en vue de faire des choix structurants pour réaliser le prototype. D'abord le prototype graphique interactif, qu'on peut tout de suite soumettre à des tests utilisateurs, qu'on peut tout de suite faire critiquer par tout un tas d'experts sous différents angles, et puis également qui collaborent étroitement avec le développement d'une version logicielle, et tout ça débouche sur de nouveaux tests utilisateurs. Ce qui fait qu'avec cette méthodologie, on se donne le droit à la V2 de casser 40%, 60% de la V1 si on estime finalement qu'après des tests et des évaluations, elle n'est pas pertinente. Puis on repart dans une V2, puis on repart dans une V3. Et puis à la V3, on fait le pari qu'on aura atteint quelque chose qui possède un haut degré d'acceptabilité, de désirabilité, de pertinence, en vue de travailler après, plus tard, la mise en œuvre, l'implémentation de ce service. Alors, il y a pas mal de monde là, dans chaque boucle, qui participe au projet. J'avance un peu. Voilà, les ateliers de co-design. Donc, effectivement, on a inclus un certain nombre de personnes, 30 personnes. On en a finalement un peu moins, 20, mais on était allé jusqu'à 30. Puis, on va faire des tests utilisateurs. 15 personnes vont tester la V1. 30 personnes vont tester la V2, dont les 15 qui ont vu la V1. Puis 60 personnes vont tester la V3, dont les 15 qui ont vu la V1, dont les 15 qui ont vu la V2. Et on va faire des tests, y compris oculométriques, pour arriver d'une manière assez pointue à une vérification de l'efficacité de cette application et de sa capacité d'engagement auprès des utilisateurs. On va
2-3 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, les principes de conception qui nous guident sont les suivants. C'est un service d'accès, j'en ai parlé, mais on travaille sur un accès immédiat, gratuit, universel. Alors, vous allez me dire, c'est une utopie complète, personne n'y arrive dans le monde, et a priori, on ne va pas y arriver non plus, mais tout de même, ce n'est pas parce que c'est un défi qui semble impossible qu'il ne faut pas essayer de le relever avec beaucoup de sérieux. Et donc, on essaie de travailler là-dessus. C'est vrai que les gouvernements ne parviennent pas pour l'instant à mettre en place des systèmes de santé mentale qui sont gratuits et universels sans condition d'accès. Les startups sont très loin de ça, puisque toutes les startups que j'ai montrées avec leurs applis, c'est des abonnements à la semaine, des abonnements au mois. C'est que des offres de façon Netflix de la santé mentale, où on paye pour un accès plus ou moins illimité ou limité en fait à du support, du soutien d'un psy ou d'un médecin. Bon, bref, en tout cas, on veut essayer de travailler cette question. Et pour ça, on veut chercher une position intermédiaire entre le public et le privé, en étant relié aux deux, mais ni dans l'un 100%, ni dans l'autre 100%. Donc, il y a un enjeu d'innovation organisationnelle aussi dans ce projet. On cherche à imaginer une forme d'organisation qui pourrait porter et opérer ce service, cette application par la suite. On est axé sur le clavardage parce qu'on pense que, voilà, on a parlé tout à l'heure de l'équipement en cellulaire, c'est la meilleure façon de rejoindre les gens aujourd'hui. On dit qu'il y a un problème d'accès en santé mentale, il est énorme. Et cette expérience d'accès, comment on peut la transformer? Allons chercher les gens dans leurs poches. Dans nos poches, nous avons tous un cellulaire. Et donc, les gens voilà, on pense que si on va chercher les gens dans leur poche, entre guillemets, on va peut-être arriver à faire une différence dans la question de l'accès. On mise plus sur les troubles anxieux-dépressifs qui sont prévalents, on l'a dit, hein, dans les troubles de santé mentale. Et puis, très important, nous, on n'est pas du tout en télésanté spécialement. On n'est pas du tout dans... En fait, la pandémie accentue énormément cette affaire de télésanté, comme si les interventions de santé mentale, c'était forcément les interventions numériques de santé mentale, ce n'est pas forcément des interventions à distance. Nous, on veut imaginer une application qui va chercher les gens pour les amener en face à face, mais aussi pour leur proposer, au besoin, si c'est nécessaire, un processus à distance, vidéo, audio ou que sais-je. Nous, on est dans l'hybridation, on a imaginé ce projet avant la pandémie, et la dimension de l'intervention à distance, c'est juste un outil dans la panoplie, une modalité parmi les autres. Et on veut essayer d'avoir une approche intégrative de toutes ces modalités. Et septième et dernier principe, on ne veut pas être un nouvel acteur qui bouscule le jeu dans la santé mentale, pas du tout. On veut que c'est un médiateur qui vient se glisser entre les acteurs pour essayer de fluidifier le tout, ce qui est un défi. Voilà, donc dans le co-design, on va travailler sur ces 4 aspects. La désirabilité de l'application, sa faisabilité, sa viabilité et son acceptabilité. Donc, on va couvrir ces aspects à différents moments. Dans la première boucle du projet, on va axer plutôt sur ces deux-là, désirabilité, acceptabilité, puis dans la boucle suivante, plutôt sur, maintenant, comment on peut faire et rendre viable ce qu'on a désiré dans la première boucle, pour essayer dans la dernière d'être intégratif et d'inclure l'ensemble. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. C'était super intéressant. Puis je pense qu'on pourra également diffuser le lien pour accéder à la vidéo qui présente Mentalis également. Vous l'avez dans le chat en ce moment. Donc, je sais que certaines personnes ont commencé à écrire des questions. Si vous n'avez pas d'objection, on va enchaîner avec la présentation de Mathieu. Et puis, on reviendra à la toute fin des 3 présentations avec les questions. Donc, Mathieu, sur ce, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je vais juste partager mon écran. Et voilà, j'espère que vous êtes en mesure de voir ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie de ce webinaire. C'est vraiment pour moi vraiment excitant. Puis, je suis 2 de très belles présentations de la part de Marie-Pierre et de Stéphane. Donc, la barre est haute pour moi. En fait, je suis invité aujourd'hui pour un peu réagir aussi à ces présentations. Donc, je ne vous présente pas nécessairement des résultats d'un projet en lien avec les interventions numériques ou pour des problèmes de santé mentale. Moi, je suis un chercheur qui s'intéresse à l'organisation des soins de santé mentale, qui travaille justement, je fais des projets sur la gestion des troubles mentaux dans les services de première ligne. Je travaille directement avec des cliniques pour mettre en place des bonnes pratiques au niveau de la santé mentale et pour aussi améliorer la participation des usagers, des proches dans les soins. Donc, vraiment, j'ai été très intéressé par ces 2 présentations-là. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est partager quelques pistes de réflexion qui touchent un peu les aspects plus d'implantation de ces technologies, ces interventions numériques.
J'aimerais aborder avec vous assez rapidement quatre enjeux que je vois. Premièrement, l'aspect des technologies qui sont en appui à la prévention et la détection des problèmes de santé mentale. Donc, lors de la présentation de Marie-Pierre, dans sa revue, sa synthèse de littérature, elle avait trouvé peu d'informations qui touchaient plus des technologies axées sur la prévention et la détection des problèmes de santé mentale chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Et donc, ça, pour moi, c'est un enjeu majeur. Il y a la nature dyadique des interventions numériques et la nature des soins qui sont offerts dans le système, dans notre réseau, pour les troubles mentaux et surtout chez les personnes qui ont des comorbidités. Donc ça, c'est un enjeu que j'aimerais aborder. Là, on va aller un peu plus en profondeur sur certains enjeux d'implantation, de mise à l'échelle. Stéphane elle avait soulevé déjà certains enjeux lorsqu'il avait parlé de ces critères au niveau de quoi aller chercher en termes d'une technologie. C'est pas juste une question que ça soit efficace, mais il faut aussi que, dans le fond, il y a d'autres critères qui vont faire en sorte qu'une technologie fonctionne. Donc, ça a déjà été un peu abordé. Puis finalement, on va discuter très rapidement de l'accompagnement des utilisateurs des technologies. Qui peut le faire? Parce que je trouve que c'est un enjeu pour l'accès aux soins au Québec. Donc, lorsqu'on parle de la prévention et de l'intervention précoce, dans le fond, on sait que c'est très important en santé mentale. Hein. Ça a été soulevé déjà dans les autres présentations, la haute prévalence des troubles mentaux dans la population, et particulièrement chez les personnes atteintes de maladies chroniques physiques. Donc, c'est 1/3 des adultes au Canada qui vivent une maladie chronique physique et 1/3 de ces personnes-là qui vont vivre aussi un problème de santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Par contre, on sait qu'il y a des délais énormes entre la première arrivée d'un problème, l'apparition des symptômes et l'éventuelle détection ou le traitement de ces troubles mentaux. Donc, lorsqu'on parle d'un problème de santé mentale comme la dépression, c'est environ entre 2 à 8 ans entre le moment que la personne commence à apercevoir certains problèmes, certains symptômes, et le moment qu'ils vont recevoir des soins, détecter, être diagnostiqués, puis recevoir un traitement. Pour les troubles comme les troubles anxieux, c'est encore plus long. Ça peut aller jusqu'à entre 9 ans et 23 ans, le délai de détection et de traitement pour des problèmes de troubles anxieux. C'est ce qui ressort des revues systématiques. Donc, les délais sont énormes. Puis ça a été aussi soulevé par Stéphane, la proportion élevée de personnes qui ne cherchent pas de l'aide. Donc, il y a comme une forte proportion, ça peut être au-dessus de 50% des personnes qui ne cherchent pas de l'aide pour leurs problèmes de santé mentale. Et donc, comment est-ce qu'on peut, si on veut avoir vraiment un impact au niveau de la santé mentale de la population, il faut d'abord trouver des façons d'intervenir plus précocement, faire la détection plus rapide de ces problèmes-là, puis aussi travailler la prévention, parce qu'on voit que c'est très, très important dans la population. Ce qui est encore plus un gros défi pour nous, c'est lorsque la personne présente avec des comorbidités. La majorité de ces problèmes de santé mentale et la majorité de la gestion des maladies chroniques se fait en première ligne, donc par des équipes de soins, des médecins de famille avec des infirmières et d'autres professionnels autour d'eux. Et dans le fond, lorsque la personne présente avec un problème de santé mentale et une maladie chronique physique, la détection peut être très problématique, ça peut être assez difficile. Parfois, ces difficultés sont liées au fait que certains symptômes d'un problème de santé mentale, c'est les mêmes symptômes qui existent, qui sont en lien avec la maladie chronique physique. Donc, si on parle de fatigue, on parle des problèmes de sommeil, on parle d'un manque d'appétit ou un gain de poids. Donc, il y a un chevauchement entre ces symptômes-là, puis c'est parfois très difficile pour les médecins ou une infirmière praticienne, par exemple, de faire un diagnostic d'un problème de dépression ou trouble anxieux ou d'autres maladies, d'autres troubles, quand la personne a d'autres problèmes, puis c'est comme on a la misère à démêler tous ces symptômes-là. Parfois aussi, on sait qu'il y a beaucoup de patients qui vont se présenter, qui vont parler uniquement de leurs problèmes physiques et ils ne vont pas nécessairement aborder la question de la santé mentale avec eux. Et parfois aussi, dans le fond, à cause de la stigmatisation, ils vont avoir peur de parler de leurs problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'on voit au fond, en termes de message clé, c'est que dans la population, l'importance de la prévention est très importante. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de plus d'interventions numériques, plus de technologies qui vont nous permettre
de prévenir et de voir d'avance s'il y a des enjeux chez nous de problèmes de santé mentale et de bien-être. Donc, dans notre poche, quand on est en santé, de savoir comment on peut rester en santé et surtout en contexte de pandémie, c'est encore plus important de trouver des stratégies qui sont efficaces pour rester en santé et prévenir des problèmes. Puis dans les soins, pour pouvoir faire une intervention précoce et de détecter les problèmes rapidement, mais on a besoin de plus d'interventions numériques et autres qui vont pouvoir aider les professionnels à pouvoir démêler les différents symptômes que leurs patients peuvent présenter afin d'intervenir rapidement et détecter des problèmes de santé mentale. Donc, on sait que il y a les dossiers médico-électroniques, il y a d'autres types de technologies qui existent, mais ils sont vraiment sous-exploités. C'est une des autres choses que je vais discuter prochainement. J'ai pris compte des différents résultats de la synthèse de connaissances de Marie-Pierre. Il y avait un élément qui m'intéressait beaucoup, c'est la nature dyadique des interventions. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le fond, la majorité des interventions numériques ou un grand nombre d'interventions sont vraiment conçues soit pour un seul utilisateur, on peut parler à une application mobile ou un autre type de site web ou traitement fait sur l'Internet. Soit ils sont conçus uniquement pour la personne qui vit des problèmes de santé mentale, ou ils sont faits pour que cette personne-là soit en lien avec un autre intervenant, mais pas une équipe, mais juste une personne. Puis ça va être quelque chose qu'on pourrait discuter avec Stéphane par après. Mais dans le fond, lorsqu'on pense à quels sont les modèles de soins qui sont efficaces en santé pour des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale et surtout les personnes qui ont une multimorbidité, des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale, ce qu'on voit, c'est ces modèles-là, ce qui est le plus efficace, c'est des soins qui sont axés sur des pratiques collaboratives et interprofessionnelles. Donc, tu sais, un médecin qui travaille en collaboration avec un psychologue, avec une infirmière aussi dans le portrait, ou un ergothérapeute, un travailleur social, avec parfois un psychiatre qui va partager aussi partager les soins. Et donc, ça, c'est les modèles qui sont les plus efficaces dans notre système. Mais les technologies de l'information ne sont pas créées pour accommoder cette façon de travailler. Ils sont créés et conçus pour favoriser un autotraitement par la personne ou pour être en interface avec un seul intervenant. Puis j'ai eu ce problème-là quand j'ai commencé à jouer un peu avec des technologies qui existent actuellement au Québec. On peut penser à l'outil Aller mieux à ma façon, qui est un outil pour favoriser l'autogestion des soins en santé mentale. Lorsqu'on rentre dans cet outil-là, on peut facilement voir, c'est vraiment très bien fait pour soutenir la personne à développer un plan d'autogestion et pour pouvoir soutenir la personne à réfléchir comment ils peuvent prendre mieux en charge leur propre santé. Mais si on réfléchit à comment ces informations pourraient être partagées avec d'autres intervenants, ou tu sais, quelqu'un, si c'était moi qui était suivi par mon médecin ou par un psychologue, mais on ne voit pas facilement comment ça se faisait. Puis c'est la même chose pour d'autres types d'applications mobiles et autres qui ne sont pas nécessairement conçues pour que les informations circulent. Et donc, lors de sa présentation, Stéphane parlait beaucoup de rendre les soins plus accessibles, donc de mettre vraiment l'accent sur l'accès. Mais au fond, il y a d'autres dimensions de la qualité qui sont importantes pour le suivi des personnes et la gestion des personnes vivant des problèmes de santé mentale et des problèmes de santé physique. Quelque chose comme la continuité. Une fois qu'on commence à recevoir des soins, comment est-ce qu'on peut faire circuler les informations par rapport à nos soins? Comment est-ce qu'une équipe peut me soutenir dans mes soins? Puis avoir une continuité dans la gestion, une continuité dans l'information. Ça, c'est des enjeux qui sont majeurs pour la majorité des gens qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc là, il va falloir, dans le futur, que nos interventions numériques tiennent compte de la réalité des soins et font en sorte que les informations peuvent circuler et dans la bonne gestion de la personne, on peut partager certaines technologies ensemble. On va parler aussi maintenant de quelques enjeux d'implantation, aussi quelques pistes de réflexion par rapport à ce qui a été présenté. Stéphane avait soulevé certains enjeux très, très pertinents au niveau des technologies.
Il y a des enjeux qui existent au niveau de la perception des professionnels de certaines technologies. Je me souviens d'avoir vu, lorsque la pandémie a frappé l'année dernière, certaines réticences des professionnels d'aller vers certaines technologies. Par exemple, de faire des téléconsultations. On sait très bien que au début, il y avait des enjeux d'éthique et autres. Mais certains arguments qui ont été offerts par des professionnels étaient au niveau de la relation thérapeutique. Ils ne sentaient pas qu'ils étaient capables d'avoir le même lien thérapeutique avec leurs patients qui existait lorsqu'ils étaient face à face. Et par contre, ce que la littérature nous dit, si on regarde les différentes revues systématiques qui ont été faites depuis des années, c'est qu'au niveau des patients, eux, ils n'aperçoivent pas nécessairement un gros changement dans le lien thérapeutique. Ils sentent encore assez en lien, ils ont même le même sentiment de confiance envers leurs professionnels si la consultation est faite via une technologie comme un Zoom, un Skype ou d'autres choses. Que ces enjeux-là n'existent pas pour eux. Mais c'était plus au niveau des professionnels qui sentaient qu'il n'y avait pas le même type de relation, maîtrise de la situation avec les patients. Donc, les perceptions doivent évoluer pour qu'il y ait une certaine acceptabilité de leur côté. C'était un peu la même chose avec des technologies comme l'utilisation des courriels, des textos pour être en contact, en communication avec les patients. Je me souviens d'avoir participé à des conversations avec des cliniciens qui disaient si je donne accès à mon numéro de cellulaire et mon courriel à des patients, je vais être submergé de demandes pour répondre à toutes sortes de besoins des patients. Tandis que dans la réalité, pour des professionnels et les médecins et les cliniciens qui ont réussi à adopter ces nouvelles pratiques, ils mettent des balises très claires autour de ces pratiques-là, puis ça fonctionne super bien, puis ça rend les services plus accessibles. Et ils sont capables d'offrir des services et des soins au bon moment aux patients, puis ils ne sont pas submergés. Donc, des fois, il y a comme des perceptions qu'une fois que si les gens ne sont pas habitués, il y a une certaine réticence d'adopter certaines choses. On sait très bien que la pandémie a vraiment mis l'accent vers un virage numérique, mais il y a quand même assez peu de formation pour des professionnels. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours intégré très, très fortement dans leur curriculum lorsqu'ils sont en train de faire leur formation. Puis, donc, on a besoin d'avoir un accent sur cette formation-là, que ce soit vraiment partie de l'éducation des professionnels et aussi dans toute la formation continue des professionnels après, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce domaine-là. Donc, les gens doivent être formés pour être capables de bien pratiquer avec certaines technologies. Il y a aussi une adoption qui est quand même limitée dans certains secteurs. Donc, si on pense aux soins de première ligne, c'est où la majorité des soins qui sont offerts pour des problèmes de santé mentale et aussi la gestion des maladies chroniques. Les médecins de famille sont souvent assez low-tech, on peut dire. Il y avait un sondage du Collège des médecins de famille du Canada dans la première vague de la pandémie qui disait que la principale technologie utilisée par les médecins de famille pour être en lien avec leurs patients était le téléphone. Puis, dans le fond, l'utilisation d'autres technologies était assez faible. Et donc, c'est quand 90% des médecins de famille font un virage vers le téléphone et ne sont pas nécessairement ouverts à d'autres technologies, là, il y a vraiment comme un sous-exploitation qui est quand même pas si intéressant que ça. Et donc, ça, il y a comme toute une culture à bâtir autour de rendre certaines technologies plus intéressantes, plus accessibles. Parce que ce n'est pas juste une question d'efficacité de ces interventions-là, c'est aussi toute la culture, puis un changement de pratique qui doit être fait. Puis ce changement de pratique-là doit être accompagné. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire pour certains cliniciens. Et finalement, il y a vraiment parfois une question de l'offre et de la demande. Puis je pense que je vais comme sauter à mon prochain commentaire parce que c'est un peu en lien avec ça. Mais on voit l'émergence, puis Marie-Pierre l'avait noté dans sa revue, puis ça a été aussi mentionné par Stéphane que, dans le fond, on veut parfois qu'il y ait comme un accompagnement à ces soins, puis Marie-Pierre l'avait mentionné que, dans le fond, lorsqu'il y a un accompagnement d'un professionnel avec un traitement qui est comme guidé par un professionnel, c'est plus efficace que lorsque cet accompagnement n'est pas présent. Donc, on voit l'émergence de différents types d'autotraitements qui sont guidés avec un accompagnement.
Mais la question se pose, est-ce que cet accompagnement doit être donné par un professionnel de la santé ou est-ce que ça peut être donné par une autre personne qui est formée pour jouer ce rôle, mais qui n'est pas professionnelle? Puis c'est quelque chose qui se pose, puis il y a des projets en cours là-dessus, il y a des données qui émergent qui disent que parfois, dans certaines, pour, par exemple, des traitements qui sont axés sur la psychothérapie, ça peut être des non-professionnels qui sont capables d'offrir un certain accompagnement à ces soins autotraités ou autodirigés. Et donc, ça aussi, ça ouvre des possibilités au niveau de l'accès aux soins. Si c'est uniquement un type de professionnel qui est capable d'offrir un accompagnement pour, mettons, soutenir une autogestion de la personne, c'est quand même limitant dans ce qu'on peut faire parce qu'il y a des ressources limitées pour soutenir toute la population. On s'entend que quand il y a comme un traitement, une psychothérapie qui est axé sur la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une vraie thérapie, il va y avoir certains professionnels qui sont désignés pour pouvoir le faire. Mais par contre, que ce soit des pairs aidants, que ce soit des acteurs dans la communauté ou autres types de professionnels. Et donc, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment des enjeux pour nous, mais il y a des dynamiques de pouvoir qui existent au Québec, il y a des jeux politiques qui peuvent aussi exister, qui font en sorte qu'on peut avoir des freins à l'adoption de certaines façons de faire. Mais si on veut vraiment rendre certains soins plus accessibles, il va falloir être ouvert puis vraiment faire fi à tous les types d'expertises qui peuvent exister dans notre système et vraiment mobiliser des expertises afin de vraiment aider la population. Donc, je vais arrêter là. Je vous remercie de cette invitation, de partager quelques réflexions avec vous, puis j'ai hâte pour la suite des choses. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation. Merci à vous trois. C'était vraiment très intéressant et complémentaire. Donc, il y a quelques questions. Je vous propose qu'il y ait déjà 1 heure, donc je vous propose qu'on passe tout de suite avec quelques questions. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter. Donc, il y a une question de Atem Laroussi. Je crois que la question a été posée durant la présentation de Stéphane. Il est écrit, on parle des critères éthiques pour les applications, donc les applications mobiles, je crois. Plus de détails. Donc, est-ce que c'est possible de fournir plus de détails? Normalement, on a l'approbation du comité éthique. Je pense que c'est Stéphane qui a dit ça durant sa présentation. Quoi d'autre? Donc, quels seraient les enjeux éthiques, je présume, là, en lien avec l'utilisation de ces applications mobiles? Donc, je pense que Stéphane, en tout cas, si Marie-Pierre et Mathieu, vous voulez répondre aussi, sentez-vous bien à l'aise, là? Je peux dire un petit complément par rapport, par exemple, à ce qu'on fait dans le projet Mentalis. L'approbation du comité d'éthique, ce n'est pas propre aux applications. Là, c'est un standard de la recherche, mais donc ça ne se jouerait peut-être pas là, la question. Mais par exemple, je vais donner un exemple très concret. Nous envisageons dans l'application, en trouvant le bon design de la chose pour que ce soit souple, facile et léger à faire, mais c'est juste un bouton à activer ou désactiver, mais nous envisageons par exemple de faire ce qu'on aimerait que toutes les applications mobiles fassent pour nous et qu'elles ne font pas, c'est-à-dire nous laisser le choix du lieu de stockage de nos données. Là, on parle d'une application, il y a du clavardage, donc il y a des messages. On prévoit, par exemple, je fais un petit détour, je vais revenir au point que j'évoquais à l'instant, mais on prévoit, par exemple, de laisser le choix éventuellement d'avoir des messages éphémères, comme ça se fait maintenant sur certaines applications. Durée de vie du message, il s'efface toutes les heures, toutes les 36 heures, tous les mois, c'est nous qui décidons. Bon, on va dire, si vous testez les messages éphémères de Facebook Messenger, ça marche, puis vous le désactivez, puis vous revoyez tous les messages. Donc, il faut garantir qu'ils sont réellement supprimés. Et pour ça, il faut mettre le code source de l'application en open source, en libre accès, pour que des informaticiens puissent l'expertiser et garantir au public que oui, c'est vrai, on efface vraiment les messages. Par exemple, un autre exemple, c'était celui que je voulais donner, le choix du lieu de stockage. Et bien sur l'application, on pourrait proposer à l'utilisateur de dire je veux choisir que mes données sont stockées sur un serveur, le cloud, le nuage, on l'appelle comme on veut, ou bien qu'elles sont stockées sur mon appareil, mon cellulaire à moi. Mais on va informer l'utilisateur des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Si c'est stocké sur mon appareil, pas de risque, enfin, le risque est beaucoup plus restreint d'être piraté, qu'un serveur soit piraté, parce que justement, il suffit que je me déconnecte d'Internet, ce qui est assez rare à vrai dire sur nos cellulaires, mais mes données sont que sur mon cellulaire. Si je perds mon cellulaire, je perds mes données, mais elles sont que là. Elles ne sont pas sur un serveur, quelque part, d'une start-up ou autre. Ou bien, si je décide qu'elles sont sur le cloud, à ce moment-là,
j'ai un gain qui est que même si je perds mon appareil, j'ai accès à mes données tout le temps, mais je ne suis pas propriétaire du lieu de stockage. Ce sont des petits exemples parmi beaucoup d'autres qui peuvent jouer sur l'aspect d'éthique des données. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que Marie-Pierre, tu voulais Oui. ajouter quelque chose? Oui, oui, c'est vraiment intéressant parce que ça montre la complexité entre faire de la recherche hein, sur les interventions en application mobile, par exemple, puis le mettre en pratique. Alors, quand on fait de la recherche, on est protégé, si on veut, par nos comités d'éthique, on s'inscrit dans un cadre, mais pour la question de la mise à l'échelle, ben, c'est majeur, ce genre d'enjeu-là, et particulièrement pour les applications mobiles, où je crois que là, on est à la jonction entre les aspects éthiques, mais aussi les standards. Donc, il y a différentes lignes directrices qui sont à être développées. Là, j'essayais de fouiller, mais mon écran est bloqué. Je ne peux pas aller chercher. Je pense que c'est les critères Mars, notamment, là, qui sont des critères à respecter pour assurer la qualité, la sécurité, donc tous ces aspects-là des applications mobiles. Donc, c'est vraiment important justement quand on fait de la recherche, mais aussi d'avoir ça en tête parce que les outils qu'on va développer, si on veut qu'ils soient utilisés et pérennes, bien, il faut s'assurer de suivre ces standards-là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Une autre question qui a été posée par Romina Baroni et à laquelle Stéphane a répondu textuellement, mais que je trouvais vraiment très intéressante, donc je la ramènerai rapidement. La personne demandait que pensez-vous de la place de la littératie numérique ainsi que des critères d'accessibilité aux populations plus vulnérables, donc par exemple les personnes âgées, dans l'étude de l'efficacité d'une application en santé mentale. Donc peut-être que je laisserai Stéphane juste rapidement mentionner la réponse qu'il a fournie par écrit parce que je trouve l'enjeu et la réponse à la fois tous deux très intéressants, puis peut-être que Marie-Pierre là, ou Mathieu voudrait réagir aussi après. C'est aussi une dimension d'éthique au sens large du terme, c'est la question de l'accessibilité. Avoir une approche de conception responsable, c'est justement ne pas faire une appli que pour ceux qui ont le dernier iPhone et qui vivent dans des milieux favorisés qui leur permet d'accéder à des technologies et qui ont une littératie numérique développée, tout ça. Donc oui, c'était l'enjeu de la littératie numérique, c'est-à-dire finalement la compétence technique à manipuler les interfaces. Et là, la personne questionnait sur les populations qui peuvent être vulnérables ou en tout cas qui peuvent être moins à l'aise avec les technologies, par exemple les personnes âgées. En fait, on pourrait dans le spectre inclure beaucoup d'autres populations qui peuvent avoir des enjeux de littératie numérique. Je pense que ça serait bien d'élaborer là-dessus. Mais pour les personnes âgées, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est moins un problème. Par exemple, les interfaces tactiles ont considérablement augmenté la littératie numérique de tout le monde, à vrai dire, mais des personnes âgées en particulier. Parce que la souris, quand même, c'était quand même un truc, c'est comme apprendre à faire du vélo, hein, la première fois avec la souris, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, je suis allé voir rapidement, là, ça m'interpellait la question si les dernières statistiques qu'on pouvait trouver, puis c'est pas complet, là, mais j'ai mis un petit lien qui montre que 74% des plus de 65 ans en 2020 a navigué sur le web au moins une fois par jour, et ce chiffre était de 62% l'année d'avant. C'est sûr qu'il y a un effet Covid, mais il était déjà à 62%, je veux dire. C'est pas les aînés, ça y est, ils sont quand même pas mal embarqués dans les applications et les interfaces. Mais on a des moyens, justement, en design centré utilisateur. Les tests utilisateurs, par exemple, sont des moyens très efficaces pour aller chercher dans l'application ce qui peut mal fonctionner ou être moins évident pour la prise en main. Mais je pense qu'il faut élargir ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'accessibilité, c'est peut-être de moins en moins les personnes âgées, ça le reste encore un peu, mais c'est aussi d'autres catégories ou groupes de population qui peuvent être concernés. Merci beaucoup. Est-ce que Marie-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ou Je vais laisser Mathieu. Non, j'avais pas nécessairement quelque chose à ajouter. Je trouve que vraiment, pour moi, c'est la clé, c'est le co-design. Donc, tu sais, dans le fond, d'avoir ces personnes-là qui participent au design, de pouvoir expérimenter des enjeux de littératie, par exemple, bien, pour moi, c'est comme la grande solution pour pouvoir développer des technologies qui seront adaptées à différents types de populations. Je ne dirais pas que c'est... Je ne veux pas non plus le laisser entendre que c'est comme une magique. Nous, on est en train d'essayer pour voir, mais ça amène beaucoup de choses
ça amène à positionner beaucoup de choses autrement dès le départ. Puis ça ne va pas remplacer d'autres approches méthodologiques complémentaires. Tu sais, il faut articuler différentes choses. Mais en design, le co-design se pratique beaucoup déjà dans d'autres domaines. Il se pratique par exemple dans le domaine de l'innovation publique, où on va faire intervenir des usagers du transport public avec une équipe de designers qui travaillent sur un nouveau service public de transport. Bon, un exemple parmi d'autres, ou par exemple dans les bibliothèques, à Montréal, il y a un projet de co-design pour repenser les bibliothèques de la ville. Ce que je veux dire, c'est que c'est une pratique créative récente. Bon, ça fait quand même 30-40 ans qu'elle est née en Scandinavie, mais elle se développe beaucoup depuis 10-20 ans dans le monde. Et elle fait ses preuves. Il y a des publications, il y a une littérature qui montre que le co-design, ça produit des effets. Et c'est en santé mentale où c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en santé mentale, cette culture-là, et peut-être même en santé tout court, d'où ce qui était dit sur la participation des usagers dans l'étude. Et justement, peut-être pour illustrer ça, j'avais 2 points qui ressortent de mes... Là, on avait fait 2 ateliers de co-design en un mois, là, un avec les cliniciens, un avec les patients et les aidants. Et il y a 2 points parmi beaucoup d'autres qui sont sortis et qui font directement écho, par exemple, à des choses que tu as dites, Mathieu. Par exemple, sur la nature dyadique. J'ai beaucoup aimé que tu présentes ça parce que ça me semble très vrai. Et nous aussi, on était un peu dans cette approche dyadique, là. Le clavardage, la personne qui demande de l'aide, un intervenant qui répond. Et là, rien que ce matin, les patients et les aidants disent « mais on voudrait pouvoir définir sa bulle de soutien. Qui c'est que je mets dans ma bulle? Dedans, je veux mettre un proche, je veux mettre mon médecin de famille, je veux mettre un père aidant. Et puis que ces gens-là, j'ai un bouton, puis je partage avec eux des choses, puis pas d'autres. » Et c'est exactement ce que tu disais. Je trouvais les patients et les aidants d'une créativité ce matin, ça m'a vraiment surpris. Encore plus que ce à quoi je m'attendais. Et puis, un autre point que je voulais dire, c'est oui, pourquoi seulement des professionnels de la santé comme intervenants? Nous, je parlais de cliniciens dans le projet Mentalise. Ça y est, après 2 ateliers de co-design, on va abandonner cette terminologie parce qu'on voit que les pères aidants, ils veulent être en première ligne. Ils veulent être parmi ceux qui peuvent répondre à des premiers messages, puis eux, ils connaissent les ressources, le système, référés, orientés vers d'autres. Donc, je trouve que là, il y a une belle convergence entre des choses que tu remarques là dans l'analyse des connaissances avec le terrain, là, les usagers, ce qu'ils disent en co-design. Donc, ça me conforte. Alors, je voulais te remercier pour ces 2 points. Merci, Stéphane. Puis en fait, la clé va être pour toi de chercher l'acceptabilité de l'ensemble des partenaires du projet parce que, tu sais, on sait que, tu sais, il y a vraiment des divergences de point de vue sur ces éléments-là. Il y a certaines personnes qui vont protéger certaines pratiques. Et donc, tu sais, dans le fond, d'aller bâtir cette acceptabilité pour d'autres façons de faire, aller chercher une implication de père aidant, par exemple. On sait que c'est très apprécié par des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale de pouvoir s'associer avec un père aidant. Donc, si on peut faire promotion de ces types de pratiques-là, je trouve que ta technologie nous amène vers ça, bien, je trouve que c'est vraiment un gain pour le Québec. Merci beaucoup à vous 3. Merci Marie-Pierre, merci Stéphane, merci Mathieu. Ça a été, je pense, un webinaire très riche en échanges. Vos présentations étaient à la fois intéressantes et complémentaires, donc très grand merci. Il est déjà 1h13, donc je propose de clore le webinaire dès maintenant. Donc, je voulais rappeler aux participants qui sont toujours parmi nous, là, il y en a plusieurs qui ont quitté, probablement qu'il y a des rencontres débutaient à 1h. Dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel pour l'évaluation du webinaire, mais aussi avec toute l'information concernant l'enregistrement du webinaire et les portions du webinaire qui seront partagées. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la liste de diffusion à l'infolettre du regroupement TIC et santé ou encore celui santé mentale du RNSPQ, vous allez pouvoir trouver l'information dans le chat actuellement et possiblement que ça vous sera envoyé également par courriel. Puis n'hésitez pas à suivre les regroupements et Galaxia également sur Facebook et Twitter. Donc, en terminant, je veux remercier l'axe TIC et santé, l'axe santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec pour l'organisation du webinaire. Un merci particulier à Virginie Manus, qui est coordonnatrice, qui a mis la main à la pâte, et à Denise Koubanudakis, qui nous aide encore à l'organisation de ces webinaires. Puis merci également au nom du réseau Galaxia. Donc, ce fut un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'animation.
Merci aussi à Gilles Tremblay. Je vois une dernière petite question très intéressante sur l'accessibilité aux clientèles défavorisées non connectées à Internet. Je pensais à ça tout à l'heure. C'est un très bon point. Donc, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci.